Donc, bienvenue à la masterclass quand l'abondance devient une trahison pour se libérer des pactes invisibles avec la pénurie. Cette masterclass va durer environ 1 heure. Je t'invite à avoir de l'eau avec toi, à mettre ton téléphone en indisponibilité, que ce soit en direct ou en replay. Deux possibilités en écoutant cette masterclass et je t'invite à vraiment être attentive. La première, les informations que je vais apporter, comme j'enseigne avec des ondes gamma, donc c'est profond, tu peux sentir le sommeil arriver, alors tu te mets en mode dodo. Et si tu as l'énergie pour suivre, tu te mets en mode facilité, c'est-à-dire que tu te laisses traverser. Il y aura un replay où ton mental pourra récupérer les informations pour faire des liens complémentaires et le replay sera disponible sous peu. Toutes mes masterclass sont des mises à jour vibratoires, donc à considérer. Celles qui le veulent en replay pourront boire du cacao sacré pour que ça s'infuse encore plus. On s'hydrate. On a un pot de gros sel pour celles qui savent que en ce moment, elles sont en train de démêler des fusions avec des énergies toxiques. On est en train de faire des triangulaires, victime, bourreau, sauveur. On est en train de mettre en évidence des injustices, de la non-reconnaissance, de la trahison. Et donc, c'est un appel de l'âme, mais notre cerveau, connaissant la facilité, veut conserver la souffrance. Donc, le pot de sel, sa fonction, c'est de te supporter à dire, j'entends que tu veux qu'on conserve la souffrance, mais moi, je souhaite me couper de ça et récupérer mon souffle de vie. Voilà. Allez, on y va. Donc, bienvenue à cette masterclass qui a pour intention d'avoir une autre lecture en fait sur notre relation à l'abondance, à la manifestation dans l'argent, etc. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Audrey Jade, je suis initiatrice, libératrice et révélatrice des deux émanations, féminine et masculine. Je suis experte dans la blessure d'abandon, d'humiliation, de persécution et de non-reconnaissance. C'est un beau travail de longue haleine et je suis créatrice de quêtes de guérison urbaine qui sont des piliers dans mes accompagnements. Tu comprendras dans quelques temps, je vais en parler. Et je suis prêtresse de l'ère du Verseau féminin et masculin sacré. Donc, deux petits mots sur la prêtrise. C'est une prêtrise hors dogme, il n'y a pas de religion dedans. Ma prêtrise est sur aider celles qui viennent vers moi à se rappeler qu'elles sont des éclats de Dieu et de la grande déesse en quittant les dogmes qui sont enquistés dans l'ADN et dans l'arbre gynécologique et réapprendre en fait à tisser du lien avec la source divine que j'appelle Dieu, la grande Sophia. Mais il n'y a pas que ça. C'est à toi, en fait, d'entendre que dans mon vocabulaire, je m'adresse aux parents divins qui sont nécessaires car on est leurs enfants. Voilà. Donc moi, je suis en avance sur mon temps. Moi, je prédis qu'il y aura beaucoup de prêtres et prêtresses dans un temps proche. J'accompagne un mouvement initiatique où j'offre des parcours d'évolution pour les pros de l'accompagnement ou celles et ceux qui se destinent à devenir des pros. C'est pour les porteuses, les gardiennes et les conceptrices du nouveau monde. Donc clairement, ça veut dire que tu ne fites pas avec l'ancienne économie qui est encore apparemment visible, mais qui se démantèle bien. Alors toi, si tu es là, il est possible que tu sois en transition profonde, que tu jongles encore avec des peurs de l'isolement, de la pression de la normalité et des émotions résiduelles de la 3D, ce qu'on appelle communément les états de guerre, où on te demande de penser insécurité, insécurité financière, insécurité affective, insécurité spirituelle, bref, tu l'as compris, tout ce qui est émotion résiduelle, c'est sur les insécurités, la honte, la culpabilité. Il est possible que tu sois là parce qu'à certaines parts de toi sont des agents dormants qui te maintiennent en pénurie. Bah ouais, en dedans de toi, il y a des agents dormants. Il est possible que tu aies besoin de validation sur des conflits intérieurs pour acter de demander de l'aide. Demander de l'aide à quelqu'un qui est déjà là où tu veux te rendre.
Il est possible que tu sois là parce que tu es en recherche d'une bénédiction vibratoire, voire d'une permission pour recevoir du beau. Et le beau est nécessaire dans la vision du futur qu'on veut co-créer, du beau, de l'élégance, parce que ça respecte le vivant. Il est possible que tu sois là parce que tu accueilles qu'il y ait des parts de toi qui ont besoin de démystifier sur l'abondance. On t'a vendu beaucoup de bêtises et tu as besoin de démystifier tout ça. Il est possible que tu sois là parce qu'il y a de la confusion sur le terme sur la souveraineté que je vais clarifier en dernier. Et il est possible que tu sois là tout simplement parce que tu as besoin de clarté. Si vous avez envie, celles qui sont en direct, à me nommer les numéros qui font écho pour vous, je vais vous lire. Et toi qui en replay, n'hésite pas à me partager entre le 1 et le 8 quels sont les numéros, pourquoi tu es là. Alors, je vais vous mettre les deux feuilles pour que tu puisses identifier pourquoi tu es là. Et puis, je vais vous lire. Alors, pour le numéro 5, alors que tu sois en recherche d'une bénédiction vibratoire, voire d'une permission pour recevoir du beau pour Delphine. Pour Amaya, on est sur 1, 2, 3, 4. Que tu sois en transition profonde, que tu jongles encore avec les peurs de l'isolement, la pression de la normalité et les émotions résiduelles, que certaines parts de toi sont des agents dormants pour maintenir la pénurie et que tu aies besoin de validation sur tes conflits intérieurs pour acter de demander de l'aide. Super. On va continuer et je vais remettre sur une feuille. Je te lirai, Virginie, si tu rajoutes le numéro. Donc, pour démarrer sur cette masterclass, il faut que je vous parle de la forêt d'archétypes souffrants. Alors d'abord, un archétype, c'est quoi? C'est un espace, c'est comme un arche qui contient beaucoup d'informations, euh, de référentiels, de programmes, qui te met en lien avec des membres de ta famille, affectifs ou biologiques, et qui te mettent surtout en lien avec tout ce qui est de l'ordre de la survie, de tout ce qui est il faut faire comme ça. Ces archétypes de souffrance sont devenus avec le temps des espaces où des énergies peu enviables ont commencé à se loger, des énergies que autrefois on appelait démons, qui sont en fait des parasites, des entités toxiques, des programmes, des choses qui font peur. Donc c'est pour ça que on n'en parle pas, parce qu'en fait, on part du principe que si on ne les voit pas, ça n'existe pas, et pourtant, ils nous influencent. Ils ont influencé nos aïeuls et nos aïeux, et ils influencent encore nous, les descendantes. Donc, le 1 et le 4. Très bien. Pour toi, Virginie. Donc, la forêt d'archétypes souffrants, voici le conte que je vous ai écrit. Il existe une forêt invisible. Ou c'est ça, ce sera plus bien pour ma lecture, merci. Il existe une forêt invisible, une forêt dense, noueuse, tissée d'ombre et de silence, une forêt d'archétypes souffrants qui est héritée, qui est reproduit et qui est tue. Dedans, on a des figures intérieures, transmises de mère en fille, de père en fils, comme des graines de peur qui sont enfouies dans nos cellules. Là, on a là vive une femme éteinte, une femme confisquée, une femme de substitution. Là erre l'enfant victime, l'enfant bouc émissaire, l'enfant trophée. Là se terre l'homme insuffisant, l'homme dévoreur, l'homme détaché. Cette forêt n'est pas mauvaise, elle est juste chargée de ce que nos lignées n'ont pas su, pas pu et pas osé libérer. Mais nos lignées ne sont qu'une partie du récit, car ce que nous portons vient aussi de plus loin, de plus profond, de nos héritages d'âme, de nos serments oubliés, de nos passages à travers d'autres temps, d'autres mondes. Il y a en nous des douleurs que notre mental ne comprend pas.
mais que notre corps reconnaît comme familières. Le souvenir d'un bûcher, le silence d'un exil, le poids d'un vœu de pauvreté qui, fait, qui est fait pour protéger la lumière. Des chaînes invisibles nouées autour de la voie, de la création et de la prospérité. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour réparer le passé, mais pour se libérer, libérer la chair, pour rendre les pactes, les peurs, les loyautés, pour rappeler à nous la souveraineté, la nôtre. Car régner ne veut pas dire dominer, régner c'est reconnaître l'entièreté de notre héritage et en faire un terreau de sagesse et choisir d'y planter autre chose. C'est retrouver notre axe et porter la vie avec amour, conscience et ancrage. Et si tu es là, c'est que la forêt te reconnaît et qu'une part de toi est prête à allumer le feu sacré. Celui qui éclaire sans brûler, celui qui transmute sans effacer, celui qui fait de toi une souveraine, qui ose grand. Bienvenue à la masterclass. On va démarrer avec l'appel inconscient de la pénurie, quand recevoir devient dangereux. Alors pourquoi certaines parties de nous perçoivent la prospérité comme un danger? Il y a trois archétypes racines qu'on retrouve dedans. On a l'archétype de la femme éteinte, on a l'archétype de l'enfant bouc émissaire et on a l'archétype de l'homme insuffisant. Alors eux, ils nourrissent des peurs de dépasser le clan et des pactes inconscients. Ils préfèrent la survie à l'expansion. Donc je vais te détailler l'enfant bouc émissaire. L'enfant bouc émissaire, lui, il croit que s'il réussit, il s'éloigne du clan et il sera sacrifié. Donc, il ne va pas t'aider à percevoir la prospérité comme quelque chose de magnifique. On a la femme éteinte qui, elle, associe la survie au retrait, au sacrifice silencieux. Pour elle, recevoir, c'est s'exposer et donc risquer d'être puni et dépossédé. Gagner, ce serait trahir son silence protecteur. J'insiste bien, ce sont des archétypes, hein. Ça veut dire que tes amygdales crâniennes, ton système nerveux, tes fascias sont au courant de la donnée, qu'elle te plaise ou qu'elle te déplaise. Ton corps, lui, il sait que ça peut circuler parce que beaucoup de membres de ta famille portent ces archétypes. Les archétypes de femmes nourrissent l'émanation féminine, les archétypes de l'homme nourrissent l'émanation masculine, et les archétypes d'enfants, c'est un peu le début de ton féminin et de ton masculin. Donc, tu peux avoir enfant bouc émissaire, féminin et masculin. L'archétype de l'homme insuffisant, lui, il perçoit la prospérité comme quelque chose qui est je mérite pas de générer et de contenir la prospérité. Pour lui, accueillir l'abondance est vécu comme une imposture. Donc là, on est déjà sur trois archétypes. Un archétype, c'est au moins 9 générations. OK? Donc, on est environ sur 200 ans d'histoire. Et pourquoi Jung, quand il a commencé à enseigner les archétypes, il dit que c'est inconscient? Ben, c'est parce qu'en fait, la capacité des générations d'avant n'était pas optimale pour écouter l'histoire de nos aïeux à travers nos cellules. Mais aujourd'hui, avec les ouvertures de conscience, on peut accéder à beaucoup d'informations. Donc ces trois archétypes, l'enfant bouc émissaire, il est surtout là euh, pour te parler de ta relation à t'éloigner du clan, à, à être perçu comme cette prospérité va m'éloigner des miens. Je n'ai pas envie. Le conscient va dire, mais c'est complètement stupide, je peux être dans ma prospérité et être proche des miens. Oui, mais lui, il ne croit pas ça. Pour la femme éteinte, ce qui est intéressant avec elle, c'est la relation à la trahison. Pour elle, gagner, ça va être trahir son silence protecteur. Entendez bien, silence protecteur. C'est-à-dire qu'on est face à des générations de femmes qui ont dû se taire pour protéger les descendants. Et puis pour l'homme, on est sur une culpabilité d'avoir été amoindri. Pas pour rien qu'il s'appelle l'archétype de l'homme insuffisant. Donc il n'est pas suffisant. Donc comme il est insuffisant, il n'est pas en capacité
de mériter plus. Et puis même s'il méritait plus, il n'a pas la capacité de contenir. Les hommes insuffisants sont créés au niveau archétypal quand plusieurs aïeuls et aïeux de la famille ont décrété en inconscience que cette personne était insuffisante et qu'elle ne savait pas protéger, nourrir, générer, apporter. On retrouve souvent l'archétype insuffisant dans la famille quand un homme est violent et qu'il ne sait pas se maîtriser. Violent verbal, violent énergétique, violent physique. Est-ce que pour cette première partie, vous faites des liens avec votre vie ou avec des gens autour de vous? Audrey, la violence dont tu viens de parler, c'est par rapport à l'archétype de l'homme insuffisant, c'est ça? Oui, madame. J'ai pile déconnecté à ce moment-là. Ah, bah, c'est que tu es dedans. Ouais, merci. L'homme insuffisant, on en a beaucoup autour de nous actuellement et en nous, pour les femmes, je rappelle que ce sont des émanations masculines. Tout simplement parce que il y a eu un moment donné une coupure où on n'a plus encouragé les hommes à maturer. En fait, ils ont maturé via le patriarcat et tous les roulements de la société a effacé toutes les étapes pour transmuter leur violence et devenir des hommes. Et donc, les femmes ont appris à se contenter d'hommes violents. On va continuer, vous voulez me faire un... Audrey, tu peux redire avant ce que tu as dit avant, les femmes ont appris à se contenter d'hommes violents. Oui, les femmes sont habituées à aimer, à accueillir des hommes violents. Ce sont les miettes. C'est-à-dire que si jamais tu oses dire plus, tu vas devenir la harpie qui est exigeante. C'est pas pour rien qu'on nous vend que dans les Disney, les princesses aiment des hommes qui sont plus vieux parce que un homme du même âge, être avec une femme de son âge, elle va automatiquement mettre en valeur qu'il est insuffisant. Mais s'il prend une femme, une jeune fille qui est toute naïve, elle ne pourra pas voir qu'il est insuffisant, elle sera un dieu pour lui. Voilà, Merci. t'en prie. On va continuer. On va parler des gardiens de l'invisible du sabotage. Donc là, on est sur les loyautés, les pactes et les archétypes cachés. Donc c'est ceux qu'on va rencontrer, les archétypes qui bloquent en fait. Donc c'est les plus têtus, les plus chiants, si je peux être plus familière. Donc là, on est face à la nécessité d'identifier les figures intérieures, donc en dedans de toi, hein, qui bloquent consciemment ou inconsciemment l'expansion. Donc, il y en a quatre. Euh, hop, oui, ok. Donc, il y en a quatre. Vous avez la femme confisquée, l'enfant trophée, l'homme détaché et la femme inaccessible. Donc, pourquoi la femme confisquée, elle bloque? Alors, elle bloque parce qu'elle croit que son énergie vitale ne lui appartient pas. Donc, si elle prospère, pour elle, elle va enfreindre un pacte inconscient de loyauté envers ceux qui la contrôlent. Faut pas avoir fait l'ENA pour comprendre que pendant des années et des siècles, on a appris, infusé, inculqué aux femmes qu'elles n'étaient pas propriétaires d'elles-mêmes. On le voit bien encore avec ce qui se passe dans la violence, autant physique que psychique auprès des femmes. Donc, une femme confisquée, c'est tout simplement un héritage archétypal où on te dit que tu ne t'appartiens pas. Donc, elle, dans sa relation à la prospérité, si elle gagne, bah, tout simplement, si elle prospère, elle va se servir de l'énergie de l'autre. Donc, elle n'est pas légitime. Donc, direct, elle bloque. Vous avez l'archétype de l'enfant trophée. Alors, lui, il croit que sa valeur, ça dépend du regard de l'autre. Donc, si ça tire des contrats, par exemple, des contrats, des ventes, bah, pour lui, il va être jugé en continu. Donc, c'est des dangers de rejet. Donc, il n'y a pas intérêt à le faire. Il est vraiment convaincu que sa valeur dépend du regard de l'autre. Et quand je dis dépend du regard de l'autre, c'est pas n'importe quel autre. C'est celui qui a fait sa météo, son dieu vivant, sa déesse vivante. Et bien sûr, ce sont des gens qui ont abusé de leur pouvoir. Donc, tu peux porter l'archétype de l'enfant trophée
et avoir une relation assez confortable avec tes parents, même si on est tous issus de familles dysfonctionnelles quand même dans l'essentiel, hein. Mais c'est surtout que tu peux être en bout de fil ou en amont, ta mère, ta grand-mère, ton père, ton grand-père. À un moment donné, il y a eu un dieu vivant, une déesse vivante qui a joué à euh, mon regard valide si aujourd'hui tu as de la valeur ou si demain tu en auras. Et si dans la famille, on a eu beaucoup de personnes, deux, trois personnes qui se sont amusées à jouer à faire la météo, tu peux toi être en bout de fil et porter l'archétype de l'enfant trophée. Et donc l'enfant trophée, je le redis, il croit que sa valeur, ça dépend du regard de l'autre. Donc en fait, si cet autre dit que je ne mérite pas de manifester des nouveaux contrats, de quitter telle entreprise, de gagner de l'argent par rapport à ça, et qu'il va me juger et qu'en plus je vais vivre du rejet dans le mieux des cas, voire de la violence énergétique ou verbale, l'enfant trophée, lui, il bloque l'expansion. Vous avez après l'homme détaché. Donc l'homme détaché, lui, il bloque parce qu'il a appris que couper le lien avec ses désirs profonds, c'est la base. Lui, il ne peut pas être en contact avec ses désirs profonds. Pour parler à un vocabulaire que certaines pourraient concevoir, l'homme détaché, il est soit au fin fond de l'intraterre, soit au fin fond de la galaxie. Il n'est pas trop présent dans ta vie, mais il a l'art, ce petit coquin, de sortir quand tu veux t'expanser, parce qu'il est là pour te le rappeler. Il te rappelle que réussir signifierait que il va ressentir, qu'il va s'engager, et donc il y a risque de douleur. Donc, il ne va pas du tout t'aider. Donc lui, le challenge pour cet archétype de l'homme détaché, c'est de le remettre en lien avec ses désirs profonds et comprendre en fait qu'il a utilisé de stratagèmes d'évitement depuis pas mal de vies et que là, il faut retoucher les fils. Parce que tant qu'il n'aura pas retouché les fils, bah lui, mais il bloque fort, hein. Et puis alors, il est très très fort pour vous aller vous chercher des énergies tierces, des entités, des conversations, aller fouiller dans le passé, puisqu'en fait tu ne le vois pas, mais il joue un peu au marionnettiste. Sauf que le marionnettiste, c'est pas lui. Et nous avons la quatrième, qui est la femme inaccessible, qui est assez valorisée en société. Pourtant, on la voit pas comme ça. La femme inaccessible en archétype, donc je rappelle toujours, c'est pour ton émanation féminine, hein, elle pense que sa pureté repose sur la distance. Donc, entrer en lien dans une relation client-contrat, par exemple. Client, tu vends des services, tu vends des prestations, tu vends des créations. Il faut bien que tu rentres en lien avec soit le client, soit une autre personne qui va faire qu'il va y avoir au clair ce que j'apporte, comment je suis rémunérée. Pour elle, c'est une violation de son intégrité. Et si tu entends que c'est stupide, ça veut dire que ton mental ne comprend pas. Mais rappelle-toi, on est face à un archétype. Donc le mental, il aura beau essayer de comprendre, ça ne passe pas par sa tête. Et on est désolé pour toi, cher mental. Ça passe par le système nerveux C, le système des fascias C, le système endocrinien est au courant. Les amygdales sont au courant. Mais le mental, il peut comprendre certaines choses, mais pas tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mental, à chaque fois, il est contourné. Le niveau d'inconscience pour que le mental le capte, il faut qu'il monte en vibration. S'il n'est pas en 5D, 6D, 7D, il ne comprend pas. S'il est en 3D, il a l'impression qu'on lui raconte un truc et qu'il est teubé. Mais tu n'es pas teubé, cher mental. Tu n'es juste pour le moment pas câblé. Donc, on respire et on lâche. Donc, ces quatre archétypes, eux, ils ont des pactes énergétiques. Je vous ai mis les quatre qu'on retrouve le plus, hein. Donc, on est sur des loyautés au clan, on est sur des peurs de blesser, et on est sur quelque chose qui est plus vicieux, on est sur des pactes de non-rayonnement. C'est-à-dire qu'ils se sont engagés implicitement de par le fait que tu es l'héritière de ces archétypes-là, à non rayonner. Et les contrats d'isolement, ça vient vraiment tamponner le tout.
Bon, bah, c'est très simple. Quand tu as la sensation que tu mets beaucoup d'actions pour et que tu es très très seul, tu es dans le contrat d'isolement. Quand tu as la sensation que tu mets tout en place pour qu'on voit ce que tu apportes, ou même que l'autre te dit, ah ouais, mais c'est merveilleux ce que tu crées, ce que tu fais, ce que tu enseignes, ce que tu proposes et tout, ton rayonnement, et en fait ça ne tient pas, tu sais que tu es là-dedans. Et comment elles te maintiennent, comment ils te maintiennent, ces archétypes, en fait, ils vont tisser des dynamiques comme la peur d'être vu, la confusion entre rayonnement et danger. Et ils vont aller chercher dans des mémoires épigénétiques, donc réellement vécues, et des mémoires non vécues pour contenir en fait tout ça, pour que tu te fasses à croire que si ça ne fonctionne pas, c'est parce que tu as été brûlé, c'est parce que tu as été noyé. Mais dis-moi, tu l'as pas déjà travaillé? Bah si, alors pourquoi c'est encore là? Bah parce qu'en fait, tu es manipulé par ces archétypes-là, qui ont les fois, hein. Est-ce que c'est cohérent pour tout le monde? Je rappelle que le replay est nécessaire, hein. On continue? C'est très cohérent. Super. Allez, on y va. Donc, on est sur l'autre étape qui fait énormément de peine à la part de toi, qui est hyper investie. Investi pour ta vie, investi pour les autres. Quand réussir devient une faute. Voilà. Celle-là, elle fait énormément mal parce que les culpabilités invisibles sont très fortes. Et comment on les diagnostique? Par la peur de trahir. Alors, on y va. Donc, cette étape-là, elle nous parle en fait de croyances inconscientes très fortes où il y a des traumas dans ton ARN et dans ton ADN qu'on retrouve dans l'arbre gynécologique. Et ces traumas qu'on retrouve dans les amygdales crâniennes, mais aussi dans ton cloud de source d'âme, ils nous racontent en fait que la trahison est perçue comme de la réussite. Et la seule manière, en fait, de démêler tout ça, déjà, en un, c'est 2 jours avec de la patience, beaucoup d'amour. C'est pour ça que je travaille avec le cacao sacré et que celles qui ont expérimenté des quêtes de guérison, des fois sans cacao, sentent bien qu'il y a une différence avec et sans cacao. Cette patience et cet amour vont t'aider à te connecter à ton soi supérieur qui est en capacité d'identifier des patterns. Parce que si tu écoutes la part de toi qui subit, t'es bête. Donc, si tu n'avances pas, c'est parce que tu es stupide. C'est tout. Non, si tu n'avances pas, c'est parce que tu es figé. Si tu n'avances pas, c'est parce que tu as des peurs, des trouilles, de la culpabilité et que tu n'es pas aidé. On a vu juste avant avec les archétypes. Donc, quand tu montes en amour et que tu as la patience, tu te rends compte qu'il y a des parts de toi qui associent que ta réussite va automatiquement faire qu'on va abandonner les autres. En clair, tu es une sans cœur parce que tu oses t'épanouir. Ça va t'appuyer sur le bouton que la culpabilité, quand même, comment t'oses prendre ta place alors que ton aïeul n'a pas pu? Comment t'oses créer et être visible alors que ton autre aïeul n'a pas pu? Donc, on est sur une culpabilité silencieuse qui fait que dès que tu veux projeter d'avancer dans une mission qui est pour toi, un chemin qui est pour toi, tu as la sensation que tu trahis beaucoup de gens et donc du coup, bah, tu restes à un endroit comme un enclos où tu es habitué, mais ça commence à un moment donné à s'accumuler, hein. Donc on est face à une illusion de devoir choisir entre cette prospérité matérielle et cette prospérité de l'être dans le concret. Donc on retrouve des croyances que vous devez sûrement connaître, mais que j'ai écrit. Réussir, ça me coupe des autres. Ah bon, pourquoi? Prospérer me rend égoïste. Ah bon, pourquoi? Et je dois choisir entre pureté et abondance. Encore, ah bon, pourquoi? Donc là, on est face à des archétypes qui nourrissent des croyances, notamment la femme de substitution,
Je crois que je suis tolérée dans un monde qui ne m'a pas choisi. Si j'accède à mon abondance, je vais m'approprier une place que je crois voler. Et là, on est là. Donc, ça veut dire que quand tu prends ta place, tu es en contact avec l'archétype de la femme de substitution. Donc, sans rentrer dans un grand cours que je fais dans d'autres parcours, il y a quelque chose qui est évident, c'est que la femme de substitution, on a tous dans la famille. C'est une femme qui décède et on se remarie avec la tante. On va chercher à la ville une autre femme, donc on la substitue. Donc automatiquement, il y a quoi comme empreinte dans l'arbre? Ben, on peut nous interchanger. Donc pourquoi moi je serais légitime à prendre ma place et être dans la réussite, puisqu'en fait, je peux être changée à tout moment. Après, au niveau de l'archétype de l'homme, on va avoir l'homme dévoreur qui croit que si tu attires des clients, bah, tu pourrais potentiellement abuser d'eux euh, parce que tu portes une culpabilité morale. Ça veut dire que dans l'inconscient euh, de la famille, de l'arbre gynécologique, il y a une culpabilité où à un moment donné, on a abusé d'autres personnes. Et il n'y a pas eu rectification. Il n'y a pas eu espace pour demander pardon. Il n'y a pas eu pénitence, comme on dirait autrefois. Du coup, cette culpabilité, elle se trimballe dans l'arbre jusqu'à qu'à un moment donné, il y en a un ou une qui décrète qu'il faut l'arrêter. Euh, donc, l'action, c'est de se libérer des pactes de pénitence et des mémoires d'indignité. Et l'indignité, ça nous renvoie à la blessure d'humiliation ou la relation avec le plaisir et donc la relation avec la prospérité, avec l'abondance, avec la vie. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on continue sur réconcilier abondance et harmonie? Ok, pas de questions. Virginie, je t'inviterai à pas toucher l'ordinateur, tu me mets des traits sur le... Arrête s'il te plaît. Je ne sais pas ce que tu fais, mais arrête. Pas possible. Alors, ok. Donc, là, on est sur la dernière partie, c'est se réconcilier entre abondance et harmonie. Donc là, clairement, on est sur le pacte sacré avec la vie. Euh, hop. Donc, pour ça, il faut choisir d'offrir un nouveau possible à son système vibratoire qui va être dans la sécurité de la réussite. Donc, l'intention, c'est si je veux sortir de là, il faut que je récupère mes clés d'incarnation. Donc, c'est recevoir, contenir et partager sans me perdre. Je les répète, c'est les trois en fait les plus importants. C'est recevoir, contenir et partager sans me perdre. C'est également accueillir l'abondance comme un signe d'harmonie et non de disharmonie. Donc, ça nous demande en fait un certain temps et beaucoup de patience et de l'amour. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va réunifier les archétypes d'enfants souffrants en les basculant en souverains, les archétypes féminins et masculins, pareil, qui sont souffrants en prise de responsabilité et en souveraineté, pour créer un nouveau contrat vibratoire qui est fondé sur la joie, la sécurité et la légitimité. Donc, la joie est un pilier très important.
Donc, pour cela, je vous ai préparé c'est quoi le être souveraine et régner. Alors, être souveraine, c'est plusieurs actes. Le premier, c'est de déposer des pactes de... Le premier, c'est de déposer les pactes de survie, où on va cesser de mendier de l'amour, de la reconnaissance et de la place. Le troisième, le deuxième, c'est oser s'écouter plus que son extérieur. Donc, ça demande une certaine éducation où même si le mental y tremble, même quand l'entourage ne me comprend pas, c'est moi la souveraine. La troisième, c'est se libérer du besoin d'être choisie. Parce que une souveraine ne cherche pas sa légitimité, elle l'incarne. Celle-là, elle est assez importante et elle demande un certain cheminement. La quatrième, c'est de traverser ses ombres sans s'y perdre. C'est-à-dire que jardiner son terreau, rencontrer ses ombres, ça fait partie de l'incarnation, surtout quand on est incarné actuellement. Reconnaître ses blessures sans s'identifier. Donc, sans s'identifier, c'est donner de l'espace où les parts de nous, on, leur, on les accueille dans leur souffrance, dans leur espace où elles ont vécu l'injustice et qu'elles ont été victimes. Et après, on ferme la plaie et on les remonte en vibration. C'est l'intérêt des quêtes de guérison et des cercles de pardon. Pourquoi c'est important? Parce que être souveraine, c'est redevenir la mère de ses propres parts souffrantes, au lieu de les laisser comme ça dans des espaces perdus. C'est aussi faire la paix avec l'argent, la matière, donc le corps, le lieu de vie, la puissance. C'est non comme des ennemis spirituels, mais comme des alliés du vivant. C'est consentir à briller sans s'excuser. Alors, on a encore du taf, hein. C'est d'arrêter de se rapétisser pour ne pas déranger. Et c'est de choisir d'aimer sa vie sur Terre et d'y prendre soin avec grâce, discernement et engagement. Discernement et engagement et grâce, c'est de l'énergie. Et c'est d'assumer que sa douceur est une force et que son feu intérieur est sacré. La souveraineté, ça crie pas, ça irradie. C'est vraiment une émanation. Et la souveraineté, c'est toujours avec les deux émanations, féminin et masculin. C'est pour ça qu'avec le développement personnel, tu commences toujours par les enfants intérieurs blessés. Et tu commences à aller vers la maîtrise de l'être quand tu commences à comprendre que c'est surtout l'ado qu'il faut amener en adulte. Donc, tant que tu es sur l'enfant, tu es en développement spirituel. Alors, je vous ai fait un résumé de ce que les archétypes souffrants demandent. Donc, la, l'archétype de souffrance féminine, elle, ce qu'elle croit, et c'est ce qui fait que tu es impacté au niveau de ta relation à l'abondance, elle croit que l'abondance est une trahison parce que ça lui permet de rester dans un état connu, même si c'est douloureux. Ça lui permet d'éviter de ressentir la honte, la peur et la perte du lien. Et la perte du lien, souvent, on a des traumas, des deuils non finis par rapport à ça. Ça lui permet de ne pas risquer l'effondrement de leur structure psychique. Parce que je veux pas m'effondrer. Si je m'effondre, je vais devoir renaître comme un phénix. Et donc, découvrir une autre part de moi et rendre le costume de l'archétype de la femme confisquée, par exemple. Et ça me permet de continuer à appartenir à un système familial, symbolique, où elles ont appris qu'exister pleinement est égal à danger. Donc, par exemple, les archétypes de femmes que je vous ai partagés, tu les partages sans doute avec tes sœurs, avec tes frères, avec tes mères, avec tes pères, avec tes parrains, tes marraines, tes grands-pères, tes grands-mères, etc. Et donc, leur offrir la guérison, c'est choisir la foi et la persévérance, où je serai quand même en lien, même si j'ai plus cet archétype-là. Mais il faut y aller avec délicatesse. Pour les hommes, les archétypes des hommes blessés, eux, ils associent l'abondance à un risque de perte d'intégrité. Et aussi et surtout une menace pour que leur identité construite sur le manque soit complètement pulvérisée.
Pour eux, c'est une activation de blessure qu'ils préfèrent laisser dormante, hein. Donc, c'est pour ça que dans mes grands parcours d'enseignement, que ça soit en VIP ou en collectif, j'enseigne en tartine, en long, en large et en travers que les femmes, comme on leur a fait croire que ce sont des piliers affectifs, c'est normal qu'elles portent en fait les blessures des hommes et puis des fils. Voilà. Et puis quand on a une mère ou une grand-mère qui est insensible à indifférente parce que gros trauma, spectre autistique, etc., c'est la descendante qui va être hypersensible, qui va tout récupérer et elle devra porter le pilier émotionnel jusqu'à qu'à un moment donné, il y a tellement de malaise et de maladie qu'elle déclare qu'elle ne veut plus porter le pilier émotionnel. Elle va donc passer par un grand dépouillement où elle va croire qu'elle est profondément égoïste et méchante et nulle parce qu'elle ne veut porter que ses blessures. Et à ce moment-là, elle va se rendre compte qu'elle s'est fait flouer, c'est normal, et qu'elle portait la blessure de son père, de son frère, de son oncle, de son grand-père, parce que tu comprends, de mère en fille, on te file le paquet. Et ça, les archétypes des hommes, ils n'aiment pas. Et quand tu as compris ça, tu découvres que ton homme intérieur, potentiellement, il fait pareil. Et là, tu as envie de déprimer, de démissionner et de devenir inconscient comme les autres. Mais ça dure pas. Donc les hommes blessés, eux, ils associent l'abondance à un pouvoir qu'ils n'ont jamais appris à aimer. Eux, ils associent l'abondance à de l'abus de pouvoir. Donc si tu leur dis de l'abondance avec de l'amour, ça les fait bugger. Donc ils préfèrent être pauvres, pauvres en affectif ou pauvres en argent. Ils n'ont jamais appris à contenir dans le système nerveux cette abondance de l'être et cette abondance financière et matérielle et de compliments and co. Donc, ils n'aiment pas être débutants. Donc, comme ils n'aiment pas être débutants, bah, ils disent non ou ils demandent à quelqu'un d'autre de le prendre en charge. Et c'est un pouvoir qu'ils n'ont pas appris à offrir sans nuire. C'est-à-dire pour eux, l'abondance, ça va avec vraiment une dynamique d'abus de pouvoir. Donc, je m'en sers pour acheter de l'attention, pour faire pression. Je ne comprends pas le fait que l'abondance, ça peut être du lien vivant. Voilà. Et puis les enfants, alors eux, c'est des pauvres petits chouchous, mais je le dis avec vraiment beaucoup de douceur, hein. Ces archétypes d'enfants blessés, eux, ils croient que l'abondance, c'est un acte violent qui va les séparer. Pourquoi? Parce que ça met en danger les liens et ça peut détruire le rôle compensatoire qu'ils ont dans le système. Donc, je ne les ai pas mis là-dedans parce que je les ai beaucoup développés dans les masterclass précédentes, mais ils ont un rôle compensatoire quand ils sont des archétypes d'enfants oubliés, quand ils sont des archétypes d'enfants trophées, des archétypes d'enfants dépendants. Voilà, ils compensent quelque chose et ils rassemblent d'autres archétypes d'enfants qu'on retrouve notamment celui de la mère, du père et autres. Alors, ils refusent inconsciemment d'entrer en harmonie avec la vie, car ça va impliquer de perdre leur fonction dans le clan. C'est-à-dire qu'on dit, par exemple, le prénom, ben, elle est toujours comme ça. Et puis, en fait, c'est un rôle. Ça impliquerait de ne plus se protéger derrière un rôle souffrance, c'est-à-dire qu'ils vont devoir muer, hein, et quitter ce statut d'immaturité où on est facilement dans le sauveur bourreau victime et on est oublié, on est insuffisant, mais on peut être aussi tyrannique, insatiable, etc. Et ça leur impliquerait de reconnaître des blessures parentales et éducatives, c'est-à-dire accuser le parent et la famille. Et l'accusation, il n'y a rien de grave parce que c'est juste une expression qui permet de reprendre sa responsabilité. Mais si tu n'es pas accompagné, tu n'accuseras pas tes parents. Voilà, tu vas t'accuser toi parce qu'on t'a nourri, on t'a protégé et tu trouverais ça vraiment cruel d'oser accuser tes parents, sauf si un des parents ou une autorité nourricière ou protectrice a été excessivement abusive. Mais le principe d'un enfant, c'est de protéger toujours l'enfant, le parent dit faible, et d'en vouloir au parent le plus fort. Mais c'est pas vrai qu'il y en a un qui est plus faible. C'est encore un biais cognitif qui est perdu. Alors, avant de vous parler du parcours des clés de l'ancrage aux écrans, je voulais vous inviter à boire de l'eau et à vous féliciter parce que vous avez pu écouter, même si potentiellement vous avez pu décrocher,
à cette masterclass. Parce que je vous ai proposé un ascenseur qui a monté, monté, monté. Alors, je vais vous parler du parcours des clés de l'ancrage aux écrans. Un extrait, hein. Donc, il y a 4 axes à accueillir pour ce parcours. C'est un parcours pour sortir de l'illusion de la survie, que vous avez pu voir à l'instant, et retrouver la vraie grandeur intérieure. C'est un espace pour soigner des traces d'humiliation, d'invisibilisation et de désaccordage qui sabotent encore ton lien à l'argent et au rayonnement. C'est un espace pour quitter des loyautés invisibles à la douleur, donc à la modestie forcée et au sacrifice de soi. Et c'est un parcours pour guérir la blessure de non-reconnaissance sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de couches. On est sur un pronostic quand même où ça nettoie au moins sur 9 générations, mais suivant ton niveau de conscience et d'engagement qui évoluera durant le parcours. Moi, j'avais envie de vous faire une proposition pour celles qui seraient intéressées par les clés de l'ancrage, et je vais vous en parler à l'instant. Comme ce parcours, au-delà de l'engagement du temps et de l'argent, c'est un engagement qui va bouger beaucoup de choses et qu'on va faire des quêtes de guérison et des constellations alchimiques, je voulais te proposer de me rejoindre pour faire une constellation alchimique sur l'archétype de la femme cloisonnée que je vais faire le 1er mai. Elle a un coût, elle n'est pas offerte, hein. Elle coûte 88 euros. Cet archétype de la femme cloisonnée, c'est pour sortir de la dissociation entre posture professionnelle et mission d'âme. C'est ce qui fait qu'on est sans arrêt on est bloqué. C'est pour déprogrammer des postures du bon accompagnant ou du bon créateur. C'est une permission de transmettre depuis la vérité incarnée et non depuis une sécurité du mental, qui a très peur, hein. Et c'est pour offrir un passage du fer au rayonnement et une sécurisation intérieure face à la visibilité. C'est ta constellation alchimique qui aura lieu le 1er mai. Je pourrais t'en parler davantage durant un appel ou un audio. Et là, je vais te proposer un extrait de la structure du parcours pour concevoir euh, si l'appel de ton cœur va pour les clés de l'ancrage. Alors, il y a 5 quêtes de guérison que je t'ai mis en gros devant toi qui sont des bases. Les quêtes de guérison, ça va nettoyer tout le système des fascias qui impacte énormément ta vision du monde parce que ça porte toutes les émotions. Donc la première quête, ça va être l'archétype de l'enfant perdu et insatiable, où on va guérir les manques affectifs et les restaurations des droits d'exister. Entends bien que c'est une guérison, une quête de guérison archétypale, c'est-à-dire que tu le fais pour toi, mais tu te déconnectes aussi de l'enfant perdu et insatiable des membres de ta famille. Et la guérison rayonne dans tout ton arbre. Tu as l'archétype de la femme confisquée qui va libérer des programmes de soumission qui est très impactant dans notre société actuellement. On a l'archétype de la femme infirmière émotionnelle qui fait que tu peux potentiellement te laisser happer malgré ton niveau d'intelligence et de tomber dans une posture fusionnelle. Et ça va t'aider à sortir de la fatigue, de la posture fusionnelle et de guérir ta fatigue compassionnelle. Tu sais, on te demande d'être compassionnel beaucoup, hein. Ouais, ouais. Pour surtout pas être en colère, en fait. On a l'archétype de l'homme insuffisant qu'on retrouve beaucoup dans nos arbres. Donc là, c'est pour dire que ça suffit de tolérer les hommes insuffisants et de se reconnecter à la valeur. Et on va guérir le désengagement affectif qu'on tolère auprès des hommes de notre famille, qui fait que ça nous impacte énormément dans notre relation à l'abondance, que ce soit de l'être ou de l'argent. Parce que si tu as un masculin désengagé au niveau affectif, traduction désengagé au niveau de l'amour, traduction désengagé au niveau de l'argent. Point barre. Et tu as l'archétype de l'homme pilier inébranlable. Donc là, on en a tous un dans la famille. C'est cet homme qui veut être la solidité incarnée, mais on ne se rend pas compte en fait de toute l'énergie qu'il pompe chez tout le monde et on se sent obligé de lui donner de l'énergie. Donc là, on va guérir la solidité intérieure en étant dans la flexibilité émotionnelle et on va rééquilibrer tout ça. Les quêtes de guérison se font avec du cacao sacré et ce sont les bases, en fait, c'est la base des clés de l'ancrage, puisqu'après, il y a des constellations alchimiques que je te développerai plus durant un appel si tu es intéressé.
Donc, les quêtes, ce sont les fondations du parcours, comme je disais tout à l'heure. Les constellations alchimiques, ça agit sur le système nerveux au niveau multidimensionnel. Donc, moi, je te propose, si tu es intéressé, que ce soit en direct ou en replay, un rendez-vous de 20 minutes pour recevoir la présentation complète, notamment des thèmes qui vont être traités sur 11 mois. Et tu verras en fait que cette structure de parcours, c'est 11 mois qui certes vont être intensifs, mais tu vas gagner facilement entre 4 à 6 ans de jardinage intérieur et une grande libération sur de multiples générations. On est quand même sur une probabilité où entre 70 et 80% de guérison pour ton système nerveux, que ce soit autant pour le féminin que pour le masculin. Voilà. Donc, merci pour ta participation. Il y aura une prochaine masterclass qui arrivera bientôt. Si vous avez des questions, je vous écoute et je vais arrêter l'enregistrement. Merci pour cette question qui était là aussi en replay.